vous avez bien sûr les ODD, donc Objectifs de développement pour le durable pour le développement, qui donc au niveau de l'ODD 8, ODD 9, on parle de création d'emplois et d'industrialisation, la création d'opportunités commerciales. Donc ces ODD-là se retrouvent donc dans les objectifs de la ZLECAf. Et donc ces ODD viennent appuyer. Vous avez par exemple la prise en compte des jeunes. Vous savez, la prise en compte de la réduction de la pauvreté et la durabilité, on parle de la question de l'environnement. Donc ce sont des ODD fondamentaux qui participent et qui ont été visés par donc, la mise en place de la ZLECAf. Vous avez également des dérogations. Dérogations, ça veut dire des exceptions. La Côte d'Ivoire est membre de l'Organisation mondiale du commerce, c'est ça qui est OMC, Organisation mondiale du commerce. Et dans le cadre de la mise en œuvre des principes de l'Organisation mondiale du commerce, il ne doit pas avoir de discrimination entre les pays. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire et la Belgique sont membres de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Si la Côte d'Ivoire doit accorder des faveurs du point de vue commercial à la Belgique, ou vice-versa, ces avantages doivent être également aussi accordés à l'Argentine, qui est aussi membre de l'OMC. Est-ce qu'on se comprend? Qui est aussi membre de l'OMC. L'Algérie n'est pas membre de l'OMC. Si la Côte d'Ivoire, dans une coopération bilatérale, accorde des avantages à l'Algérie, bien que l'Algérie ne soit pas membre de l'OMC, ces avantages que la Côte d'Ivoire accorde à l'Algérie doivent être également aussi accordés à l'Argentine et à la Belgique, qui sont membres de l'OMC. Donc, il y a le principe de non-discrimination qui est géré à l'OMC. Mais, pour la ZLECAf et pour les organisations comme la CEDEAO et les organisations d'Afrique de l'Est, la CEPAC et tout ça, etc., l'OMC permet de faire une exception pour des objectifs de développement. On dit pour des questions d'intégration régionale. Ok, si les pays de l'Afrique de l'Ouest veulent se rassembler dans un souci d'intégration, de renforcement de l'intégration et réduire au maximum les droits de douane pour faciliter les échanges entre eux, l'OMC est preneur. Et donc, prévoit une disposition qui viole, si vous voulez, le principe de non-discrimination, mais qui est permise par l'OMC. C'est ça qu'on appelle la dérogation. Donc, dans le cadre de la mise en place de la zone de pression continentale africaine, il y a une dérogation de l'OMC. On peut vous citer les dispositions. Article 24 du GATT, vous avez également aussi la question de la clause d'habilitation du Conseil. Vous avez également aussi l'article 5 du commerce des marchandises, la Constitution du commerce des marchandises, qui permet d'avoir une dérogation, donc une exception au principe pour pouvoir former une telle zone, c'est-à-dire une zone économique comme la zone de pression continentale africaine. Et puis vous avez le sommet, le 25e sommet de l'Union africaine en juin 2015, qui permet donc de mettre en place, de lancer donc les négociations sur la ZLECAf. Ce sont les considérations légales, les considérations juridiques. Alors, on peut avancer. Il y a des considérations économiques et d'intégration régionale. Alors, à ce niveau-là, il faut noter une faiblesse du commerce intra-africain. Alors, vous savez, le continent africain participe autour de 3% au commerce mondial. C'est-à-dire que l'Afrique ne pèse rien dans le commerce mondial, c'est 3%. 3%. Et le commerce intra, la Côte d'Ivoire achète l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud achète le Kenya, et ainsi de suite. Entre nous, c'est 15%. Or, quand vous prenez les pays asiatiques et tout ça, etc., vous voyez, le commerce intra, entre régions, donc entre les pays de la région, est plus fort. Ils sont à 60%, tous les 60%, 50% et 60%. Vous voyez, ça veut dire qu'ils permettent de développer des emplois, de créer des emplois, de créer de la richesse au sein donc, de leur espace. Nous, on n'en a pas. Donc, un des soucis de nos chefs d'État, c'était que, attention, nous ne pesons pas dans le commerce mondial. Il faut qu'on se revoie. Alors que nous avons les ressources en Afrique, nous avons la capacité de développer même l'industrie et donc de peser dans le commerce mondial. Vous savez, quand vous pesez dans le commerce mondial, ça change les choses. Voyez ce qui se passe aujourd'hui avec la Chine et les États-Unis. Les Chinois ne sont pas venus tout de suite dans l'OMC. Les Chinois sont venus plus tard dans l'OMC. Ils ont pris le temps de regarder tout ça, etc., de travailler leur commerce et aujourd'hui pèsent. Donc quand les Chinois posent un acte
du point de vue commercial, au niveau international, ça a un impact. Donc, vous voyez, la guerre qui se passe, la guerre commerciale qui se passe entre les États-Unis et les Chinois, mais c'est parce qu'ils pèsent dans le commerce. Mais l'Afrique ne pèse pas du tout. Donc, vous voyez, quand vous pesez, vous pouvez faire fléchir les choses. Donc, il faut, les Africains, les chefs d'État ont compris que la question, c'est parce que le commerce intra d'abord même a un problème, et que c'est pour ça qu'on ne pèse pas, il faut revoir ça. Ensuite, nous avons la question du renforcement de l'intégration économique et régionale. Nous sommes en Afrique, nous avons des ressources, on a la possibilité de se développer en notre sein. Ce que la Côte d'Ivoire n'a pas et que le Maroc a, je peux les prendre. Ce que le Kenya n'a pas et que la Côte d'Ivoire a, je peux venir prendre. Alors pourquoi est-ce qu'on ne cherche pas donc à se développer? Donc ici, l'idée c'est, si on arrive à renforcer notre intégration économique en éliminant les barrières, en réduisant les barrières tarifaires et non tarifaires, on peut parvenir donc à un gros marché et qui peut peser. Donc, une des raisons, une des considérations, c'est la question de l'intégration régionale. Et puis, la réalisation du projet de construction du marché commun, voilà, à l'horizon 2025. Et puis, le potentiel export. Les études ont démontré qu'il y a un potentiel export en Afrique. Donc, il faut tirer meilleur profit. On peut avancer. Objectif de la ZLECAf, je rappelle tout cela, c'est tellement que vous avez déjà vu, mais pour nous c'est important parce qu'après on va lier à tout ce que nous faisons. La ZLECAf vise à créer un marché unique pour les marchandises. Donc il faut qu'il y ait un marché pour les marchandises. Donc sur ce marché africain, il faut que les marchandises puissent circuler, le mouvement des marchandises. Il faut qu'il y ait la circulation également aussi des services, donc le commerce des services. Comment un hôtel kenyan peut venir s'installer en Côte d'Ivoire? Comment, une compagnie d'assurance sud-africaine peut venir s'installer en Côte d'Ivoire? Comment NCA Bank peut se retrouver en Afrique du Sud? Et tout ça, c'est dans le cadre donc, de la ZLECAf que cela peut se faciliter parce qu'on va lever les barrières et tout ça, etc. Donc la ZLECAf vise à la circulation, mais également au mouvement des personnes et afin d'approfondir l'intégration économique du continent. Mais comment on peut parvenir à tout ça? Mais bien sûr, voilà les actions qu'il faut poser. Premièrement, il faut éliminer progressivement les barrières. Qu'est-ce qui est barrière? Il y a les droits de douane. On peut revenir en arrière, s'il vous plaît. Il y a les droits de douane. Il y a les barrières non tarifaires. Vous prenez votre orange. La Côte d'Ivoire prend une orange. Elle veut vendre ses oranges au Maroc. Ok, d'accord. Donc, nous, on prend l'orange, on arrive au Maroc. Les Marocains disent, pour que votre orange rentre sur mon territoire, il faut que cette orange-là soit verte. Totalement verte. On a des oranges qui sont jaunes, non? N'est-ce pas? Il y a des oranges jaunes. Mais il dit que non, pour nous, c'est que ça doit venir, ça doit être orange verte. Donc ça veut dire quoi? Tous ceux qui n'ont pas orange verte ne peuvent pas rentrer sur ce marché. C'est un blocage. Et ça, c'est lié à ce qu'on appelle aux questions de qualité, mais également aussi aux questions, aux mesures sanitaires, phytosanitaires. Mais pourquoi? Parce qu'il dit que c'est les oranges vertes qui vont avec le bien-être de ma population. Donc si l'orange n'est pas verte, alors ça peut créer des problèmes sur la santé et tout ça, etc. Ce sont des mesures prises par les pays pour freiner, empêcher l'orange sur le marché. Et ça existe beaucoup en Europe. Voilà, avec nos mangues, avec nos ananas et tout ça, etc., etc. Et donc, si on arrive à éliminer progressivement les barrières qui peuvent être tarifées, donc les droits de douane, on réduit les droits de douane, les taxes et autres, quelqu'un veut exporter. Il veut importer de la marchandise, je dis n'importe quoi, du Cameroun, en Côte d'Ivoire, un importateur. Et c'est beaucoup de taxes qu'il doit payer. Vous voyez les procédures, les formalités qu'il faut remplir, tout ça, etc., sont compliquées, beaucoup de documents. Tout ça ne contribue pas, bien sûr, à créer ce marché. Moi, je fais venir ma voiture de la Suisse, ma première voiture, mais je vous dis, la voiture, il n'y a pas de mer en Suisse. Donc la voiture allait en Belgique, et puis c'est venu en Côte d'Ivoire. Ça fait 9 jours. C'est au port ici. Mais moi, j'ai des amis qui ont fait venir la voiture d'Afrique du Sud, c'est 35 jours. Comment une voiture, on est en Afrique, on n'est pas sorti. Mais l'Afrique du Sud, ici, ça fait 35 jours, moi je prends de la Suisse, où on est en dehors de l'Afrique, pour que ça vienne en Côte d'Ivoire, c'est 9 jours. Le transitaire m'a appelé la voiture au port. Il y a un problème, il y a un vrai problème. Donc il y a des barrières réelles qu'il faut éliminer. Libéralisation progressive du commerce, oui, bien sûr. Il
faut permettre une ouverture progressive de notre commerce de services. Notre commerce de services, c'est services financiers, comment permettre que les banques puissent s'installer, des compagnies d'assurance, comment permettre que voilà, des architectes, des consultants, des avocats puissent également aussi intervenir. Il faut éliminer progressivement ces barrières, bien sûr, libéraliser, ouverture progressive donc, de notre marché de commerce de services, augmentation du volume des échanges entre Africains. Il faut qu'on achète entre nous. Il faut qu'on achète. Ce que je n'ai pas, je peux acheter dans l'autre pays. Mais je ne vais pas passer le temps à payer tout qui vient de l'Europe. T-shirt, spaghetti, les poités, tout ce qui vient de l'Europe. Ça, c'est pas bon. Alors qu'on a la possibilité de l'avoir ici. Autre élément, uniformiser les politiques économiques. Effectivement, les politiques économiques sont disparates. Voilà, les politiques économiques, quand vous allez dans les zones économiques régionales, les politiques sont différentes. C'est-à-dire que les politiques au niveau de la CEDEAO, au niveau donc de IGAD, au niveau de l'Afrique centrale, Afrique de l'Est, c'est complètement différent. Il faut uniformiser donc les politiques. C'est en cela qu'on peut parvenir, bien sûr, à un tel marché. Et puis, il y a la question de la sécurité alimentaire. Il y a des endroits en Afrique ici où les gens ont du mal à manger, alors que la nourriture pourrit quelque part. Donc tout ça, il faut donc accroître la question de la sécurité alimentaire, bien sûr, dans les échanges, et ça peut permettre de compenser des choses. Voilà donc des éléments qui peuvent permettre, si on réussit tout ça, on peut avancer, on peut atterrir, on peut arriver à monter la ZLECAf. On va continuer. Alors, quelles sont les différentes phases des négociations et champs d'application? Pour moi, c'est extrêmement important. Alors, les négociations de la ZLECA, parce qu'en fait, c'est les négociations dont on discute entre pays, où les pays sont assis, on discute sur les intérêts et on s'accorde sur les dispositions. La première phase des négociations a porté donc sur le commerce des marchandises, c'est-à-dire comment on peut mettre en place une réglementation qui permette de faciliter le commerce des marchandises. En termes de quoi? Réduction des droits de douane, réduction et élimination des taxes, réduction des barrières non tarifaires, réduire les procédures, simplifier les procédures et formalités douanières, commerciales, les infrastructures nécessaires, comment on peut y arriver. Donc, on a commencé ces négociations. Ensuite, comme c'est des produits qu'on va vendre, comment peut-on dire de ce produit qu'il est africain? À quel moment on peut dire de ce produit-là qu'il est originaire de l'Afrique? Est-ce que ce n'est pas venu de l'Europe? Voilà, il s'est passé quelque part, et puis après on dit que puisque tous les produits originaires d'Afrique doivent bénéficier de certaines facilités pour être vendus sur le marché. Donc vous comprenez que un pays peut acheter des produits ailleurs, et il fait passer, il fait une petite transformation, il ajoute quelque chose, il dit non, ça vient du Kenya. Tout simplement parce que quand il va dire que le produit vient du Kenya, alors il y a des facilités que le produit va avoir pour circuler sur le marché. Vous comprenez? Mais comment on peut arriver à détecter, à identifier clairement que réellement ce que dit est juste et que ce produit est véritablement un produit qui vient du Kenya? Donc il y a ce qu'on appelle la définition de ce nombre de critères, donc de règles d'origine, pour définir, pour déterminer l'origine du produit. Et puis on a commencé les négociations sur le commerce des services. Alors l'idée c'est quoi? L'idée c'est que la ZLECA dit, nous, on va pas se précipiter. Pour l'instant, on va lancer le commerce des marchandises. Mais nous savons qu'il y a un certain nombre de services qui sont nécessaires dans la réalisation du commerce des marchandises. Une marchandise c'est quoi? Une voiture, par exemple, c'est une marchandise. Des ananas, ok. Si des opérateurs ivoiriens ont des ananas qu'ils veulent vendre au Maroc, quels sont les services qui peuvent accompagner? Il y a le transport. Le service de transport. Il y a également aussi les échanges bancaires, donc les services financiers. La marchandise qui part, ça part d'un bateau. Il faut l'assurer. Donc il y a l'assurance. Donc ça c'est les services financiers. Les services financiers c'est banque et assurance. Ensuite, si
c'est les opérateurs qui doivent se déplacer. S'ils arrivent au Maroc, il faut qu'ils dorment. C'est le tourisme. Et ils sont là-bas, ils vont acheter des choses. Alors, l'opérateur, le vendeur et l'acheteur, ils vont négocier, ils vont discuter. À partir de quoi? Mais c'est WhatsApp, c'est le téléphone. Il faut les services de télécommunication. Donc, il y a un ensemble de services qui ont été identifiés comme prioritaires qui peuvent accompagner, qui doivent accompagner nécessairement donc, le commerce des marchandises. Et donc, sur ce point, à la première phase des négociations, il a été demandé aux États partis, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, les pays qui ont signé l'accord de la ZLECA et ratifié, déposé le instrument de ratification, qu'on appelle les États partis, on leur a demandé, ok, proposez-nous des engagements de libéralisation progressive des 5 services prioritaires que je viens de citer: tourisme, finance, télécom, services fournis aux entreprises, et puis transport. Et ça a été fait. Ensuite, il a été mis en place un accord, un mémorandum d'accord qu'on peut appeler un accord sur le règlement des différends. Si les opérateurs économiques commencent à échanger, un importateur, un exportateur, ils vendent, ils discutent entre eux, commencent à vendre, mais s'il y a un problème, comment on règle le problème? Sur la base de quelles règles on peut régler les différends qui vont intervenir? On dit attention, il faut qu'on réfléchisse donc à un mémorandum d'accord sur l'application, voilà, le règlement des différends. Donc on a convenu effectivement d'un protocole sur le règlement des différends. Et puis une phase transitoire, comme je l'ai dit, et je l'ai dit un peu plus loin, donc sur le traitement des questions de règles d'origine, qui sont extrêmement importantes. Donc on a demandé aux États, pour atterrir sur la liste des concessions tarifaires, on dit bon, pour les marchandises, vous savez que ce qui est crucial, c'est les droits de douane. Il faut éliminer. Tant qu'il y a les droits de douane, c'est compliqué. Les gens disent que les droits de douane en Côte d'Ivoire sont chers. La douane ivoirienne est chère. D'autres disent que bon, ça va. Dans des pays, les douanes sont chères. Tu vas voir ta marchandise. Vous voyez, le dédouanement c'est cher et tout ça. On dit bon, on va s'entendre sur la réduction, des droits de douane. Prenez des engagements de libération. Vous dites que nous allons éliminer les droits de douane à tel niveau. On va y arriver. Et puis la deuxième phase des négociations a porté sur les investissements. Oui, les opérateurs peuvent décider de venir investir en Côte d'Ivoire. Ok, il faut que ces investissements soient encadrés d'un accord, ce qu'on appelle un protocole. Par exemple, je donne des exemples. Vous voyez un opérateur qui vient investir en Côte d'Ivoire et puis il y a un problème. Comment il règle le problème? Est-ce que il peut s'adresser directement à la justice? Donc il y a une thématique comme ça qui actuellement qui continue de faire objet de négociation, on va y revenir. Est-ce qu'il peut s'adresser directement à la justice ou bien il saisit son pays et son pays s'adresse à la justice ivoirienne? Donc il y a des questions qu'on discute. Alors le rapatriement des capitaux liés des retours sur investissement, comment ça peut se faire? Il vient, il a investi, il a plein de milliards, il prend tout dans son pays. Nous on gagne quoi? Donc il y a tout un ensemble de dispositifs qui donc, sont développés dans un protocole qu'on appelle le protocole sur le commerce, sur les investissements, et qui a fait l'objet de discussions au cours de la deuxième phase de négociation. Et puis il y a la concurrence. Et la concurrence, vous savez que si la concurrence n'est pas réglementée, des opérateurs plus forts peuvent venir engloutir donc nos PME, par exemple. Donc il faut qu'on puisse asseoir donc une réglementation, des règles qui permettent on va dire quoi, de mener une concurrence saine, une concurrence qui n'est pas une concurrence bien qui permet à chaque PME, chaque structure qui a la capacité de tirer profit vraiment de la ZLECA. Et puis, il y avait la propriété intellectuelle. Vous savez qu'il y a des aspects du droit de propriété intellectuelle qui font objet de commerce. Par exemple, les variétés végétales. Les gens viennent dans nos forêts, ils prennent les feuilles, vous faites les médicaments, ils viennent nous vendre après. Ça fait partie de la propriété intellectuelle. Il y a des savoir-faire traditionnels, et je dis toujours, avant dans nos villages, les enfants jouent au ballon, ils se cassent le bras, et puis on dit, ah non, il y a le vieux là qui peut tirer ça. Il peut tirer, et tu vas le voir, il tire, et on met une pommade dessus, tout ça, etc. Après, ouais, quelques temps après, l'enfant est guéri. Ça, c'est un savoir-faire traditionnel.
faire objet de commercialisation. N'oubliez pas les romans, n'oubliez pas les CD qui sortent, etc. Donc il y a nécessité, bien sûr, de négocier, de discuter d'un protocole qui permet d'asseoir des réglementations, une réglementation qui permet d'encadrer donc, les aspects de l'ordre intellectuel qui touchent au commerce. Et puis il y a le commerce électronique qui a pris de l'ascension aujourd'hui. Voilà, nous avons vu avec le ou la Covid, hein, on a vu. Voilà, est-ce qu'on pouvait faire, on pouvait faire quelque chose sans le commerce électronique? C'était pas possible. C'était pas possible. Et donc il y a également aussi des négociations sur le commerce électronique. Et puis le protocole femmes et jeunes. On a pensé aux femmes. N'oubliez pas, dans les considérations que j'ai citées un peu plus haut, les considérations légales et juridiques, j'ai parlé des ODD. J'ai parlé de l'agenda V63 avec l'aspiration, un certain nombre d'aspirations, notamment ces aspirations qui parlent également sur la prise en compte de l'autonomisation des femmes. Et puis les jeunes. Et quand vous prenez les ODD, c'est la même chose. Donc vous voyez que tout est lié. Vous voyez qu'on a vu donc comment les femmes et les jeunes peuvent bien sûr tirer parti de la ZLECAf dans le commerce. On sait que les femmes traversent les frontières. On a les femmes commerçantes, on a les petits commerçants qui traversent les frontières. J'ai fait plusieurs fois Noé, mais également aussi le Nord. On voit comment les commerçants traversent donc, les frontières et les difficultés qu'ils rencontrent. Beaucoup sont analphabètes, mais ils font du commerce. Voilà comment on peut les aider eux aussi donc, à tirer profit donc, de la ZLECAf qu'on peut avancer. Alors, un point sur la ratification, tu es étape partie de la ZLECAf lorsque tu l'as signé, tu as signé l'accord, tu l'as ratifié, que ce soit la forme de la ratification, l'Assemblée nationale ou, voilà, ou bien le président qui signe le document de ratification ou bien le Premier ministre. En tout cas, ça dépend des pays. Mais il faut avoir signé l'accord, il faut avoir ratifié, il faut avoir déposé au secrétariat de la ZLECAf le document de ratification pour qu'on puisse te considérer comme étant partie. À ce jour, nous avons 49 pays et qui ont déjà donc déposé les instruments de ratification, donc qui sont considérés comme étant partie de l'accord. On peut avancer. Alors, vous voulez poser des questions? Oui. Le 49e. Nous, on avait l'état de 48. Tout à l'heure. Okay. Vous voulez poser des questions? Je veux comprendre quelque chose. Depuis hier, on entend 48 pays qui ont ratifié. Ici, on voit 49. Oui, c'est la question que je pose. On va en arriver tout à l'heure. Alors, commerce des marchandises. Alors, les négociations sur le commerce des marchandises. Conformément à l'accord, les PMA se sont engagés à éliminer 90% des droits de douane sur les produits non sensibles sur une période de 5 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, il s'agit d'ouvrir les marchés et donc d'éliminer les droits de douane. Il faut réduire les droits de douane sur les marchandises importées. L'engagement qu'on a demandé aux États partis de prendre, c'est que vous prenez l'engagement que sur les 90% de lignes de produits que vous avez, ce n'est pas 90 produits, non. Parce que dans une ligne de produits, on peut avoir plusieurs produits. Est-ce qu'on se comprend? Dans une ligne de produits, si vous prenez le chocolat, pardon, le cacao, à l'intérieur, on peut avoir beaucoup de choses, n'est-ce pas? On peut avoir le chocolat lui-même, on peut avoir la poudre, et ainsi de suite. Donc, c'est les lignes de produits. Donc, à l'entrée en vigueur de la ZLECAf, c'était en 2019. Donc, à la mai 2019, en entrant en vigueur donc, de la ZLECAf, vous prenez l'engagement que sur les 90 lignes de produits que vous avez identifiées, sur les lignes de produits que vous avez identifiées, 90% seront taxés 0%.
c'est-à-dire droit de douane 0. Donc si vous avez 1000 lignes de produits identifiés, 90% de ces lignes de produits-là, importées, le droit de douane, c'est 0. Donc c'est à chaque pays de regarder selon donc, ses objectifs de développement, selon ses objectifs de croissance, selon, on va dire, la sensibilité d'un certain nombre de produits dans son économie, dit que pour ces lignes de produits-là, je suis prêt à taxer 0% à l'entrée en vigueur. Est-ce qu'on a compris? Et puis, on leur a demandé également aussi d'identifier sur ces lignes de produits, 7% qui vont être considérés comme des produits sensibles. C'est-à-dire que ceux-là, leur libéralisation va se faire, mais on doit le faire de façon prudente, tout simplement. Et puis, 3% de ces lignes de produits-là, on ne peut pas toucher. On peut considérer que c'est le cœur de l'économie. Si on a touché, on ne pourra plus construire les écoles, on ne pourra plus construire les hôpitaux, et ça peut nous créer beaucoup de problèmes. Alors, nous avons à ce jour 23 États partis qui ont publié officiellement leur offre. Leur offre donc tarifaire, on peut consulter. Donc ça veut dire que si la Côte d'Ivoire doit faire des échanges avec le Kenya ou je dis n'importe quoi, le Ghana ou l'Afrique du Sud, tout ça, etc., on doit aller regarder dans ces listes qui ont été publiées là, quels sont les engagements tarifaires donc, de l'Afrique du Sud, du Ghana, du Nigeria, et voir, savoir que s'il y a ce produit au Ghana ou au Nigeria ou en Afrique du Sud, comme dans leur liste, il est marqué que pour ce produit c'est 0%, c'est ce qui doit être appliqué. Donc, si je pars là-bas, qu'un douanier me dit non, tu dois payer droit de douane 15% ou 10%, je dis non, c'est pas ce qui est dans votre liste donc, de concession tarifaire. Alors, pour ce qui concerne les lignes, la question de règles d'origine, on va dire que les négociations qui ont été menées ont permis à ce jour-là de convenir des règles d'origine pour 92% des lignes tarifaires qui ont été identifiées. Donc on va dire qu'on a presque fini avec la question des négociations sur les règles d'origine. Il reste encore des discussions sur des secteurs, une partie des secteurs automobiles et textiles. À ce niveau, peut-être que vous voulez appeler votre attention. La question c'est, à quel moment on peut dire que cette voiture est originaire de l'Afrique? Est-ce que on va considérer que on va dire de cette voiture qu'elle est originaire de l'Afrique si et seulement si la matière qui est utilisée dans la fabrication de cette voiture représente, je dis n'importe quoi, 70% des produits, de la matière utilisée dans la voiture. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que tout le matériel qui a été utilisé pour fabriquer cette voiture-là, quand on essaie d'évaluer ça, ça fait 70% de la valeur des intrants utilisés pour fabriquer la voiture. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là qu'on peut dire que cette voiture est originaire d'Afrique? Ou bien, on va considérer que si à l'intérieur de cette voiture, on a 30% de matières qui viennent de l'Afrique, on peut considérer que cette voiture est originaire d'Afrique. Donc il y a cette discussion-là qui se passe. Pour ce qui concerne la voiture, vous savez que la voiture, qu'est-ce qui fait la voiture? C'est le moteur. C'est le moteur qui fait la voiture. Mais on ne fabrique pas de moteur. En Côte d'Ivoire, on ne fabrique pas de voiture. Et le moteur, c'est difficile. Moi, j'étais au Nigeria, j'ai vu qu'ils ne fabriquent pas de moteur. J'ai parcouru une usine de fabrication de voitures depuis la Tor, où les ouvriers là sont en train de taper pour juste à la sortie de la voiture. On a même en Côte d'Ivoire ici, ils m'ont dit, il y a des voitures, des militaires ici, là, les 4x4 qui viennent du Nigeria. Mais
ce qui nous a été rapporté par les dirigeants de cette entreprise, c'est que le moteur ne vient pas du Nigeria. Et donc, ce qu'ils sont en train de chercher, c'est d'avoir l'expertise nécessaire pour fabriquer le moteur. Et ce jour-là, on a trouvé les Indiens et tout ça, etc., qui étaient en train d'aller dans ce sens. Ça veut dire que le moteur est essentiel dans la voiture. Donc, dans les discussions, c'est quoi? Comment on ne fabrique pas un moteur? On peut dire, bon, ok, une voiture qui vient du Maroc, si 40% de la matière vient du Maroc, il n'y a pas de problème, parce que le moteur a lui seul peut représenter 60-70%. Donc, si c'est une voiture, on considère que, pour qu'on dise que cette voiture est originaire du Maroc, il faut que les 30 ou 40%, par exemple, de la valeur donc, des matières non originaires, de la matière originaire vienne du Maroc. Par contre, la valeur de matière non originaire, qui peut représenter 70%, ça vient d'ailleurs, il n'y a pas de problème, on sait que c'est le moteur. Donc voilà un peu des discussions qui se passent entre les négociateurs pour s'entendre sur, n'est-ce pas, un niveau de pourcentage qui permet donc de déterminer que telle ou telle matière ou tel produit donc vient de l'Afrique et originaire de l'Afrique. Et c'est la même discussion au niveau du textile. On sait qu'en Afrique, là, nous produisons du coton, donc le coton pour les chemises et autres, tout ça, etc. Là, on peut être à l'aise de dire qu'on va produire cette chemise que je porte. Donc, elle est originaire d'Afrique, si seulement si 80%, même 90% de la matière de cette chemise-là vient de l'Afrique. Là, on est à l'aise. Donc, voilà un peu des discussions comme ça qui se passent sur les questions de l'aide d'origine, donc dans les négociations à la ZLECAf. Et comme je l'ai dit, nous avons pu parvenir à 92% donc, des lignes tarifaires qui sont couvertes aujourd'hui en matière d'aide d'origine. Il reste moins de, c'est 92 et quelques, donc il reste moins de 7% qu'on puisse boucler. On peut dire aisément que la ZLECAf, on peut commencer pour les pays qui sont prêts à mettre en œuvre. On peut avancer. Je l'ai déjà dit, vous voyez les valeurs VMNO, je l'ai expliqué sans que je ne vois ce truc-là, mais c'est la valeur de matière non originaire. Donc, on discute sur les pourcentages, il faut qu'on s'entende sur les pourcentages pour qu'on puisse considérer que tel ou tel produit originaire de l'Afrique, on peut avancer s'il vous plaît. Alors, politique de la concurrence, eh bien, il faut dire que le protocole sur le commerce marchandises, le protocole sur la politique de la concurrence, sont des protocoles qui ont été déjà adoptés. Les protocoles qui ont été déjà adoptés. Il y a quelques discussions sur des points qui restent encore, voilà, sur des annexes techniques qui restent. Les négociations se poursuivent. Une très prochaine réunion qui va se tenir. Les protocoles doivent être en principe ratifiés par les États partis. Et au niveau du protocole sur la concurrence, c'est vraiment fait. Donc, pourquoi? Parce que tout simplement, la CEDEAO a des dispositions sur la concurrence. Donc les autres communautés économiques ont des dispositions sur la concurrence. Vous voyez que quand vous partez signer un tel protocole, vous devez donc faire ce qu'on appelle la transposition au niveau national, au niveau national, mais au niveau régional également. C'est-à-dire que ça ne doit pas venir bouleverser tout ce que vous avez mis en place comme acquis, qui sont des acquis d'intégration. Et donc, quand c'est comme ça, il y a vraiment des difficultés à mettre en œuvre et on espère que ça va se passer parce qu'il y a l'harmonisation, un certain nombre d'harmonisations donc à faire avec les normes et les pratiques concurrentielles dans nos différentes communautés économiques et régionales. On peut avancer. Et nous avons le commerce des services, 24 États partis donc ont soumis, à ce jour 24 États partis ont soumis et adopté leur liste d'engagements spécifiques. À ce niveau, comme je l'ai dit, les secteurs de services, on a demandé prioritairement que les États prennent des engagements de libération progressive sur 5 secteurs prioritaires, université, finances, communication, télécom, etc. Voilà, à ce jour, on a 24. On doit commencer très bientôt les négociations sur les autres secteurs de services. Il en reste 12. Voilà, on doit commencer les négociations sur ces deux secteurs de services. Mais déjà, avec les 24, on peut commencer à faire le commerce.
Voilà, sur ces 24 listes, sur ces 24 engagements qui ont été déjà pris. Les consultations nationales sont prévues parce que, alors, il y a un certain nombre de services, secteurs de services qui sont encadrés de cadres réglementaires. Il doit tenir compte des cadres réglementaires dans les communautés économiques régionales, mais également aussi dans les pays. Donc ça fait objet de négociations. Nous avons commencé, on va commencer déjà pour la Côte d'Ivoire, des discussions pour préparer les négociations qui vont avoir lieu le mois prochain. Et donc, on aura donc une rencontre le 5 août sur le cadre réglementaire du service financier et service de communication pour préparer donc voilà, les négociations prochaines sur la question. Ce protocole également aussi a été adopté. Voilà, le protocole l'ASLECA sur le commun des services a été adopté. Mais il y a encore des discussions, surtout sur les cadres réglementaires. Il faut donc adapter. On peut avancer. Politique d'investissement. La politique d'investissement, le protocole sur l'investissement adopté en février 2023. Donc, ce protocole a été adopté. Je pense qu'il avait commencé à faire un développement à l'intérieur. Mais le volet règlement des différends reste encore en discussion parce que, comme je l'ai dit au début, si les investisseurs ont des problèmes sur le marché ivoirien avec d'autres opérateurs, est-ce qu'ils peuvent par exemple saisir eux-mêmes en tant que privés donc la justice ou bien se confier à leur État, puisque en fait dans la ZLECA, ce n'est pas le secteur privé qui négocie. Le secteur privé ne négocie pas, mais c'est les États qui négocient. Et donc, avant d'aller négocier, il faut prendre en compte les préoccupations du secteur privé, voilà, puisque tout ce qui est négocié comme accord, là, qui met en œuvre, c'est le secteur privé. Voilà, toutes les règles qui sont mises en place, c'est le secteur privé qui, dans ses activités, les opérateurs économiques, doivent observer ces règles. Et donc, il faut tenir compte, chaque pays, chaque État parti, doit tenir compte donc des intérêts donc, du secteur privé lors des négociations. C'est pour cela que, avant d'aller, nous préparons la position de la Côte d'Ivoire, voilà, la position ivoirienne, nous définissons la position de la Côte d'Ivoire, et au cours donc, de ces négociations, nous présentons les intérêts qui peuvent être offensifs ou défensifs donc, de la Côte d'Ivoire. Oui, on peut avancer. Ah non, allez vite. Propriété intellectuelle. Alors la propriété intellectuelle, effectivement, c'est un protocole également aussi qui a été déjà adopté. On voit que les règles sont, pratiquement bouclées. Il y a des annexes de protocole adoptés, mais il y a des annexes qui sont en discussion, en négociation sur les privés. Comment on traite les droits sur les privés, les marques, etc. Et puis, il y a une discussion très forte qui se déroule également aussi sur les organismes qui gouvernent la propriété intellectuelle. En Afrique de l'Ouest, non, en Afrique francophone, nous avons l'OAPI. Vous savez ce qu'on appelle l'OAPI, non? Voilà, donc Office africain de la propriété intellectuelle, des choses comme ça, voilà. Et puis, chez les anglophones, on l'appelle Haribo. Alors, l'idée c'est quoi? L'idée c'est qu'il y a des choses qui émergent, c'est que l'Union africaine avait dit que plus tard, on va créer une organisation, un organisme africain de propriété intellectuelle. Donc, qui va être au-dessus de. Ouais, on ne peut plus parler de l'anglophone et de francophone. Alors, c'est des organisations qui existent. Si on crée cet organisme, qu'est-ce qu'il devient? Il disparaît? Ou comment ça se passe? Donc, les gens en discutent. Il paraît que je suis un peu ce qui se passe en ce moment à Djibouti, à des négociations à Djibouti où nous avons deux experts qui sont partis. Sur ça,
ils ont commencé la réunion le 21. Le 21 là. Sur l'ordre du jour, ils n'ont pas entendu. Sur l'ordre du jour, ils n'ont pas entendu. Comme c'était chaud, le 22, ils n'ont pas fait de réunion. Ils ont repris le 23. Pour calmer les esprits. C'est pour dire, une fois, c'est difficile de négocier. Même l'ordre du jour, on ne s'entend pas. Non, il faut mettre tel point, non, il faut qu'on enlève tel point, il faut qu'on introduise ça, et tout ça, etc. Bon, quand l'Afrique du Sud parle, le Kenya dit, ok, bon, écoute, le Nigeria dit, on n'est pas d'accord, ou le Maroc dit, on n'est pas d'accord, ou voilà, Djibouti dit, bon, nous, on est d'accord, il faut qu'on arrive à un consensus. Sinon, on ne peut pas avancer. Donc, c'est très, 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 très difficile, mais les négociations donc, se déroulent donc sur ces points. Donc, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a des annexes spécifiques donc, qui continuent de faire objet de négociations, de discussions. Nous avons fait une consultation au niveau national pour dégager un peu notre position sur ces points. Voilà. Et les négociateurs, nos experts donc, sont partis avec cette position pour essayer de défendre. Donc, nous suivons toutes ces questions. Le protocole est adopté, il y a des annexes spécifiques qui continuent donc d'être discutées. À quel point encore? On peut avancer. Bon, on prend un peu de temps parce que c'est des choses qui nous passionnent. Hein. Quand on est dedans, voilà, on a envie de parler. Et puis surtout que vous êtes des journalistes, on a besoin de vous dire beaucoup de choses pour que ce que vous allez écrire là soit correct. Hein, n'est-ce pas? Ça, voilà. Alors, femmes et jeunes. Alors, c'est un protocole important. Un protocole important. Comme je l'ai dit dans les premières slides, pour permettre aux femmes et aux jeunes vraiment de tirer profit. Parce que pour la ZLECAF, c'est à partir de là que on peut résoudre le problème de domination des femmes. C'est un des éléments qui contribue fortement. Si on fait un marché commun sans que les femmes et les jeunes n'en tirent profit, à quoi ça sert? Donc, quand vous regardez les objectifs de la ZLECAF et ses considérations légales en termes de contexte et d'obligation, ce sont des éléments extrêmement importants. Par exemple, faciliter aux femmes le passage des frontières. On peut par exemple prévoir des procédures plus simplifiées. Ça évite l'harcèlement, tout ça, etc. Est-ce qu'on est d'accord que pour fouiller les femmes voilà, à la frontière, il faut que ce soit des hommes? Non, c'est pas possible, on ne peut pas accepter ça. C'est des territoires à ne pas violer. C'est pas normal. On a vu les frontières où les toilettes, là, c'est là où les hommes vont, c'est là où les femmes vont. C'est pas possible. C'est pas correct. Voilà. L'histoire d'infection, des embouteillages qui peuvent se créer à la porte, des toilettes et autres, etc. Les femmes ont besoin d'une certaine intimité. Tout un cinéma que les femmes font quand elles s'en vont aux toilettes. Il faut leur permettre de faire le cinéma. Et là, ça veut dire qu'il y a de vraies infrastructures qu'il faut mettre en place pour les femmes. Autre élément, quand la femme arrive à la frontière, elle est dans le rang pour sa marchandise, dédouaner sa marchandise. Quand même, il faut qu'on considère sur le moment pour les libérer vite, voilà la maison, gérer la maison, gérer tout ce qu'il y a à gérer à la maison. Donc, il faut les libérer vite. Donc, ce n'est pas des faveurs, mais c'est des facilités qu'il faut créer donc, pour aider les femmes. Et dans le cadre de ce protocole sur la ZLECAF, un élément, quelque chose qui était en discussion, c'est un projet de règlement ministériel sur la facilitation donc, du commerce aux femmes. Et dans ce projet de règlement-là, à quel moment les femmes peuvent bénéficier donc, de ces facilités. Ce que j'ai pu voir dans ce projet de règlement, quand la marchandise transportée par la femme a un montant inférieur ou égal à 5 000 $, c'est-à-dire quoi, 2,5 millions, choses comme ça, alors dans cette tranche, elle peut bénéficier donc de ces privilèges, de ces facilités. J'ai fait également aussi la frontière Bénin-Nigeria. Les gens sont analphabètes.
commerçantes là, qui traversent, qui font les deux frontières, beaucoup sont analphabètes, par exemple. Et j'étais émerveillé de voir que on parlait même de procédures en langue. Il y a les baffes là qui sont en haut. Et si des gens ont déjà fait ces milieux-là, tu as déjà fait, voilà. On parle la langue même du pays, tout ça, c'est pour que les gens comprennent. C'est pas. Donc, vous voyez, il y a des infrastructures à mettre en place. Et ces femmes-là qui traversent, avec des casseroles en même temps, casseroles ensemble, éponges, tout ça, etc., des machines coupées. C'est cela qu'on retrouve à Yamé. N'est-ce pas? Alors, c'est cela qu'on retrouve à Yamé. Casseroles, pompes, les vases de nuit, tout ça ensemble. Voilà, c'est du commerce aussi. Tout ça, ça contribue. Voilà, après, surtout à Yamé, après la mairie passe, après c'est les impôts, tout ça, ça fait un peu de l'argent. Il faut les soutenir au niveau de la ZLECA. Et puis, bien sûr, il y a les jeunes. Que les gens traversent les frontières, voilà, pour aller de l'autre côté, ça meurt dans l'eau, tout ça, etc. Il faut les aider, c'est parce qu'effectivement, sur le continent, il n'y a pas le nécessaire. Donc, il faut permettre effectivement aux jeunes et également aussi tirer parti de la ZLECA. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose? Commerce numérique? Commerce numérique. Ok, alors, pour ce qui concerne le commerce numérique, le protocole a été adopté. Toutes ces années qui ont été adoptées. Alors, il y avait une des discussions majeures qui était dedans, c'était la question de la protection des données personnelles. Des données personnelles, oui. Quelquefois, moi je reçois des WhatsApp là, des gens là qui m'envoient des WhatsApp, on vend ça. Ils me disent, où vous avez mon numéro? Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas si vous avez reçu des messages comme ça, on vous envoie des WhatsApp, directement WhatsApp sur votre numéro de téléphone, avec la publicité de produits, de marchandises et autres. À ma connaissance, moi je ne sais pas donner mon numéro à quelqu'un. N'est-ce pas? Voilà, ça veut dire qu'on peut utiliser mes données pour faire des choses. Voilà, et donc il y avait des discussions assez chaudes donc, sur ces questions de protection des données personnelles. Voilà. Mais finalement, ils sont parvenus à des accords et donc le protocole a été adopté, mais également aussi donc, les annexes ont été adoptées. Il y a autre chose. La suite du commerce numérique. Oui, d'accord, ok, bon, ce n'est pas des choses assez trucs. Alors finalement, pour faciliter le développement du commerce électronique sur le continent, dans le cadre de la ZLECA, le secrétariat a institué ce qu'on appelle le forum, le Digital Trade Forum. Donc ça, c'est le forum donc, du commerce électronique qui a eu lieu donc en mai 2025 et qui va continuer chaque année. Ce forum-là va se tenir chaque année pour permettre donc à nos startups et tout ça, etc., donc de profiter du commerce numérique. Je peux m'arrêter là. Je pense qu'il est fini. N'est-ce pas? C'est fini? Règlement des différends. D'accord, ok. Alors, pour ce qui concerne le règlement des différends, comme je l'ai dit, qui met en œuvre l'accord, ce sont les opérateurs économiques. Et donc, s'il y a des problèmes, il faut un dispositif qui permet donc de réglementer ce différend. Le mécanisme a été mis en place, il a été adopté. En ce moment, ce sont les organes qui sont mis en place. Il a été déjà mis en place. L'organe, comment on appelle ça, l'organe d'appel, voilà, qui est un peu comme la deuxième instance, c'est ça, non? Ça, c'est un peu comme la deuxième instance, c'est-à-dire que avant, quand il y a un problème qui survient des opérateurs, c'est pas tout de suite. D'abord, on commence à faire des règlements à l'amiable. On commence à essayer de traiter la question à l'amiable. Il y a des groupes de travail, groupes spéciaux, des groupes spéciaux qui sont mis en place pour traiter la question. Si ça ne va pas et que la partie qui se plaint estime qu'elle n'est pas d'accord, alors elle peut aller donc à une instance supérieure qu'on appelle donc l'organe d'appel.
Et l'organe d'appel a été mis en place. En Côte d'Ivoire, il y a un membre dedans. L'organe d'appel, c'était l'ancienne négociatrice en chef, qui est donc un membre de l'organe d'appel. Sur compétition, hein. Donc elle représente, on va dire, l'Afrique de l'Ouest. Voilà, ils ont compétit et puis bon, elle a été bien sûr sélectionnée. Ok. Après ça, je pense que vous avez vu. C'est bon? Mais même ma dernière phrase. C'est quoi ma dernière phrase? Mise en œuvre. Alors, pour ce qui concerne la mise en œuvre, il y a le secrétariat de la ZLECAF qui va développer ça tout à l'heure. Mais ce que je voulais dire, tout ça, quand on a fini de signer tous ces accords et qu'on doit mettre en œuvre, il y a des éléments importants qu'il faut prendre en compte. Premièrement, il y a des mécanismes et instruments qui ont été mis en place. Il y a par exemple les règles d'origine. On a dit qu'on a déjà couvert par exemple 92% des lignes de produits. Donc on peut commencer. On sait que dans les échanges, il peut y avoir des barrières. Un opérateur arrive à Noé et puis on le bloque. On le bloque parce qu'il n'a pas un problème avec son certificat d'origine. On le bloque. Il dit, mais le certificat, il est original. On dit, non, ce n'est pas original. On le bloque. Ou bien, les documents que tu as, nous voulons les documents originaux. Mais original, il n'y a pas d'eux. Combien de documents? L'original d'un document, il n'y a pas d'eux. Il avait à donner l'original à la douane ivoirienne. Comment on peut lui demander du côté du Ghana l'original? Il va prendre ça où? Il ne peut que fournir la copie. N'est-ce pas? Il ne peut que donner la copie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la douane ghanéenne, pour s'assurer que l'opérateur qui est en face de moi, le document vrai là, la douane ghanéenne se rapproche de la douane ivoirienne. Ils ne sont pas d'accord quand vous arrivez à nous. C'est pourquoi nous sommes en train de développer ce qu'on appelle, avec l'appui des bailleurs de fonds, des partenaires techniques, ce qu'on appelle l'interconnexion. De telle sorte que quand la douane ivoirienne rentre un document dans son système, les Ghanéens ont ça. Automatiquement, ils voient le document. Donc, si l'opérateur arrive à la frontière, qu'il est bloqué pour ce genre de choses, il faut qu'il puisse signaler. Attends, je suis coincé ici. Donc, la SLEC a mis en place ce qu'on appelle une plateforme, qu'on appelle le Trade Barriers, qui est une plateforme qui permet de signaler les obstacles. Si un opérateur économique arrive, tu peux l'avoir sur ton téléphone. Hein. Tu peux poser le problème sur ton téléphone, rapidement sur la plateforme, tu rentres, tu t'inscris, tu vas voir le problème. Tu dis, ah, les douanes ivoiriennes m'ont bloqué, parce que voilà ce qu'ils me reprochent, etc. Et quand vous rentrez dans cette plateforme, et que vous posez le problème, les administrations concernées, si c'est la Côte d'Ivoire, les administrations concernées sont informées parce qu'on a des points focaux qui sont également sur cette plateforme. Donc tout de suite, ils reçoivent donc l'information, ils reçoivent la lettre. Ils commencent à traiter la question. Donc ils ont développé effectivement cette plateforme. Et puis, on sait que dans les échanges, il y a des problèmes de monnaie, où il y a Ghana, c'est City, Nigeria, c'est Naira, quand vous allez dans les autres pays, il y a Dina, il y a quoi, le shilling, et tout ça, etc. Dans les échanges, ça peut poser problème. Nous, la franc CFA. Notre franc CFA, voilà, d'ailleurs même, le franc CFA ivoirien, l'Afrique de l'Ouest, il est différent du franc CFA de l'Afrique, le Cameroun et autres, Afrique centrale. C'est différent, n'est-ce pas? Il refuse de prendre quand tu prends ton franc CFA, d'ailleurs, c'est pas la même chose. Il va prendre. Alors que c'est franc CFA. Donc pour toutes ces choses-là, l'Afrique va réfléchir ce qu'on appelle le système panafricain de paiement. Ça veut dire régler le problème de cette affaire de monnaie disparate, tout ça, etc. Donc on rentre dans le système, si les Français vont taper dedans, voilà, la convertibilité, tout ça, etc. Tout ça c'est réglé dans ce système. Donc pour les opérateurs, le mouvement de machine, ça ne pose aucun problème. Observatoire du commerce, c'est la même chose pour effectivement traiter les questions d'obstacles et de règlement. C'est-à-dire, là, l'observatoire du commerce, c'est quoi? En Côte d'Ivoire, nous avons ce qu'on appelle Office de la fluidité de transport. Ils sont sur le terrain pour regarder les pratiques anormales. Vous prenez à partir d'Abidjan jusqu'à Ningouni, quelque part là-bas. Quels sont les barrages qui sont sur le chemin de la marchandise, du camion? Quel est le raquettage qui s'est fait? S'il y en a.
Donc tous les obstacles. Donc il y a un observatoire comme ça qui est mis en place par la ZLECAf pour signaler ces obstacles. En Côte d'Ivoire, on en a, autour de la CEDEAO, on en a, pour suivre les pratiques anormales, pour travailler à éliminer. Comme ça, les États sont interpellés pour les éliminer. Tout ça sont des obstacles lorsqu'on parle donc des barrières non tarifaires, sont des obstacles qu'il faut corriger. Et puis, il y a la mise en place d'un fonds, du fonds d'ajustement de la ZLECAf. Alors, on sait que, quand on prend la Côte d'Ivoire, les droits de douane, on dit les droits de porte en général, représentent 60%, autour de 60% du budget. Alors, si vous dites libéralisons, si vous dites éliminons les droits de douane, qu'est-ce qui va se passer? Si le budget, moi, mon budget là, quand il dit mon budget cette année c'est 1000 milliards, il dit cette année mon budget est 1000 milliards. Et puis les 1000 milliards là, c'est 60% de ce qui rentre. Ça représente, ce qui rentre représente 60%. Ça veut dire que sur les 1000 milliards, il y a combien? 600 millions, c'est ça? Et 600 millions? Et 600 millions? Et 600 millions? 600 milliards. Et 600 milliards? Voilà, c'est 600 milliards, c'est ça non? Il y a 1000 milliards, donc c'est 600 milliards. Donc les 600 milliards, c'est les 600 milliards là, proviennent des droits de douane. Or vous dites de supprimer les droits de douane. Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais il ne peut plus construire. Mais les fonctionnaires, on ne peut plus les payer. Ah oui, on ne peut plus les payer. On ne peut plus construire les hôpitaux. Les écoles et autres, on ne peut plus. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver une possibilité d'ajuster. En attendant qu'on trouve la formule, peut-être avec l'élargissement de l'assiette fiscale, voilà, permettre que toutes les entreprises qui sont dans le noir, qui fuient les impôts, qui ont peur des impôts, puissent venir avec donc une sensibilisation, que le civisme puisse venir, mais un petit impôt qui leur permet, mais comme on a beaucoup qui viennent, ça permet donc de rattraper un peu. En attendant de faire tout ça, de donner tous ces achats, on va créer un fonds pour ajuster les coûts qui sont liés, ou les pertes qui sont liées donc à la libération de notre marché. Donc, il y a un fonds qui est mis en place. Il y a aussi, dans ce fonds, il y a une partie qui concerne le renforcement de la compétitivité des entreprises. Voilà, parce que c'est ça. Si les entreprises ivoiriennes doivent aller vendre, je me souviens, avec vos commission, j'ai piloté un projet où on devait accompagner les entreprises à exporter à l'extérieur, Grande-Bretagne et sur le marché de l'Union européenne en général. Le projet dit nous voulons 120 entreprises, PME, petites entreprises, les PME. Les critères définis ne nous ont pas permis d'avoir 120 PME. Moi j'ai vu les critères, c'est lourd. Non, mais ne serait-ce qu'une entreprise formellement constituée. Avoir, on va dire quoi, l'entreprise doit être physiquement quelque part. Un endroit bien, et tout ça, etc. On a diminué les choses, on dit bon, on n'a pas pu avoir les 120, on dit on va faire 80. 80, on n'a pas pu avoir 80. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la capacité de partir, ils ne peuvent pas. Parce que le pays à bas, ils n'ont pas. Organisationnel, ils n'ont pas. On est venu jusqu'à 36. 36 entreprises, sur les 36 entreprises, il n'y a que 17 qui peuvent exporter. Mais oui, mais quand vous avez des entreprises, le chef est à la maison. Quand vous appelez là, c'est les enfants qui découvrent le téléphone. Maman, c'est là. Elle va venir dans le téléphone. Quand vous avez des entreprises, vous pouvez faire la compétition, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas faire la compétition. Entreprise où on appelle les petits, maman, c'est là, va venir prendre le téléphone. Monsieur, c'est qui? Maman, c'est là. Oui, c'est-à-dire que la dame, elle a créé son entreprise et puis elle a mis le nouveau téléphone de la maison. Pour que son téléphone personnel dessus. Parce que l'entreprise est à la maison. Pourquoi? Elle va payer un pot. Donc quand vous arrivez, c'est à la maison, c'est le portail qui est là. Mais il y a l'entreprise dedans. Vous comprenez? Mais pour pouvoir exporter, pour pouvoir aller à l'international, aller au Nigeria, aller au Cameroun, aller en Afrique du Sud, aller au Kenya, mais c'est la compétition.
ouverts. Mais les Marocains, ils arrivent. Les entreprises américaines arrivent. Ah non, c'est pas votre plaît là. Elle fait des vraies choses. Ah mais oui, l'entreprise de Yahoo qui s'installe, le Marocain qui va s'installer, vous savez ce qu'il y a derrière. Ah, ça va être compliqué. Une entreprise marocaine, des choses égyptiennes, de jus, de fruits. Est-ce qu'on va s'en sortir si on n'est pas prêt? Il faut aider les entreprises avec un fonds pour la compétitivité. Et puis, il faut aider, bien entendu, les entreprises. Et donc, en termes d'assistance technique, il faut aider à la facilitation du commerce. Donc, voilà des instruments nécessaires et la ZLECAf va penser à ça. Et ça, déjà, ça peut nous permettre de faire le commerce de la ZLECAf. Phase pilote. Alors, la phase pilote, c'est ce qu'on appelait l'initiative du commerce guidé. Il fallait, bien sûr, penser à faire une phase pilote. Et au départ, il y avait 7 pays, après il y a un 8e qui est venu. Voilà. Et aujourd'hui, on a pas mal de pays qui commencent à se lancer dans cette phase, on ne peut plus parler de phase pilote. Si vous avez 54 pays qui ont signé l'accord, et que sur les 54 pays qui ont signé l'accord, vous avez 30 déjà qui se lancent dans cette phase, vous pouvez parler de pilote, on est au-delà d'un tiers donc, du nombre de pays qui ont signé l'accord. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire sur la ZLECAf, les négociations et autres. Voilà, la ZLECAf est mise en place. Les échanges ont commencé. Certains pays, ça piétine encore parce qu'il faut mettre ça dans la réglementation nationale. Il y a des dispositions à prendre en termes d'harmonisation de la nomenclature douanière. On parlait de la nomenclature de 2017, lorsqu'on remontait la ZLECAf. Aujourd'hui, on parle de la nomenclature de 2022. Il y a des ajustements à faire à ce niveau. Il faut faire la transposition de tous ces protocoles, les ratifier d'abord et transposer tous ces protocoles. C'est beaucoup de défis. Il y a des défis infrastructurels, en termes de routes, des défis donc d'infrastructures énergétiques. Pour faire le commerce électronique, il faut le téléphone. Il y a des endroits où le téléphone n'arrive pas. Il faut des défis, il faut des infrastructures énergétiques, donc il faut l'électricité. Voilà, il faut ça, pour que les usines puissent tourner. Il y a les défis liés même à l'insécurité, les questions de djihadistes et tout ça qui se traverse les frontières. Il y a un ensemble de défis, bien sûr, qu'il faut regarder pour parvenir à la réalisation effective. Donc, de la ZLECAf, je voulais m'arrêter là. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Merci, M. Borbou Félix, directeur à la direction de la coopération internationale et régionale. Merci pour la clarté de cette présentation qui nous